Marcello Gandini nous a quittés le 13 mars dernier. C'était l'occasion pour nous un peu de revenir sur son œuvre. L'homme est connu pour de nombreux projets automobiles, je pense immédiatement à la période Bertone, comme avec les Lamborghini Miura et Countach, mais dans une moindre mesure aussi à la Citroën BX ou encore à la Renault Super 5. Toutefois, la carrière de notre designer est riche et passionnante, avec des hauts mais aussi des bas. Je vous propose aujourd'hui une petite rétrospective sur le design du maestro Gandini. Salut, moi c'est Guillaume et bienvenue sur la chaîne des cylindres. Il faut revenir un peu sur la vie de Marcello Gandini pour commencer. Et il est né le 26 août 1938 à Turin, berceau de l'automobile italienne. Et à l'âge de 5 ans, Marcello se voit offrir par ses parents une petite voiture miniature ainsi qu'une boîte de mécano. Alors c'est ça qui va l'initier véritablement à la mécanique et au design automobile. Adolescent, Marcello va aller en librairie, non pas acheter des livres de sciences comme il le reconnaîtra lui-même, mais des livres sur la mécanique, et il va acheter plusieurs recueils écrits par Dante Giacosa, qui est plutôt connu dans le groupe Fiat, puisque c'est l'investigateur de la traction chez le constructeur. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit le fameux passage à la traction chez Autobianchi, puis chez Fiat. J'avais fait ça avec l'histoire de l'Y10 il y a quelques mois, mais il va soudainement adorer tout ce qui a trait à la technicité automobile et ce qui va le pousser à se lancer comme designer auto. En 1959, alors âgé de 21 ans, Marcello rentre chez OSCA, fondé par la famille Ettore et Maserati, qui distribue, construit et conçoit des voitures pour la Formule 1, mais aussi la Formule 2. Il est là-bas en tant que styliste indépendant et fait ses premières armes en matière de design auto. En 1963, Nuccio Bertone l'approche et échange avec lui autour d'une pizza, d'un tiramisu et d'un ristretto autour de l'avenir de sa société. Alors le feeling y passe plutôt bien entre les deux hommes et finalement Marcello rejoint la société Bertone en 1965. Gandini prend la place de chef designer en lieu et place de Giorgetto Giugiaro qui quitte la société Bertone la même année. Alors ce dernier est parti chez Gia, il n'a pas encore fondé sa société, qu'on connaît tous sous le nom d'Ital Design. Alors Marcello chez Bertone, c'est vraiment le parcours le plus prolifique qui soit dans la carrière de notre designer du jour, puisqu'il va signer plusieurs chefs-d'œuvre pour Bertone. On note par exemple la Miura, la Marzal, l'Espada, l'Alfa Romeo Carabo, la Montréal et j'en passe. À partir de 1980, Marcello Gandini va quitter la société Bertone pour fonder Marcello Gandini Design. Alors là-bas, il va vraiment se faire plaisir, notre Italien. Il va concevoir des voitures, des camions, des hélicoptères, des bateaux, mais il va aussi proposer ses services pour de l'architecture d'intérieur, mais aussi de bâtiments extérieurs. Je sais pas si ça se dit trop, mais en fait, il fait un peu les deux, quoi. C'est un vrai touche à tout et qui va travailler encore avec quelques partenariats chez Bertone, mais aussi chez Renault, chez Lamborghini, De Tomaso, Maserati, Siseta. Vraiment une liste de constructeurs plutôt énorme. Je vous avais parlé d'une rétrospective, donc j'ai fini avec la partie historique, donc on peut passer sur les voitures, du coup ça me paraît logique. Et pour commencer un peu cette rétrospective, je vais parler d'un de ses premiers chefs-d'œuvre automobiles, vous l'aurez certainement deviné, c'est évidemment la Miura. Alors avec la Miura en plus on pose les nouvelles bases de l'automobile, c'est vraiment pas qu'une question de design avec cette supercar, c'est aussi la création d'un segment à part entière qui est réalisé par Gandini et par les équipes de Bertone. En fait, la Miura, c'est pas juste une jolie voiture, un joli coupé puissant, on parle vraiment d'une voiture qui crée un segment à part entière, c'est le supercar. En même temps, je vous l'avais vendu un peu avant en vous le disant, mais la Miura redéfinit complètement les choses. On est au début des années 60, c'est l'un des tout premiers projets de Gandini. L'italienne est l'une des premières à se doter de série d'un moteur central arrière. Alors, la mécanique, elle est signée par Gianpaolo Dallara, mais le design est purement de Gandini. Et il n'aura fallu que 3 mois entre le premier coup de crayon et la construction du tout premier prototype de route. Alors, comme je veux que la vidéo soit un peu rapide, je vais quand même passer un peu rapidement sur certaines autres œuvres que je ne considère pas forcément très intéressantes dans la vidéo, et je vais directement vous dire qu'il a conçu chez eux la Marzal, l'Espada, l'Uraco. Bon, alors,
Certaines ne cassent pas des briques, hein. L'Uraco est plutôt joli, mais alors l'Espada, c'est pas vraiment sa meilleure réalisation. On sent que notre homme, il est un peu perdu dès qu'on parle de véhicules avec plus de 2 sièges. Voilà, c'était gratuit. Gandini, c'est pas juste des jolies voitures ou des ratés, hein, je vais pas finir avec l'Espada, c'est aussi des voitures qui posent des bases en termes de design et de volume. C'est vraiment quelque chose où notre homme est allé archi loin. Gandini, c'est pas forcément que des supercars, même s'il va en faire beaucoup tout au long de sa carrière, ou faire des voitures plutôt ratées. Je lâche pas l'Espada qui est raté. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Tous les designers ont fait un jour un top, mais aussi des flops, et on va y revenir. Un designer qui va avoir une vision assez large au niveau de toutes les marques automobiles. On peut aussi prendre l'exemple de l'Alfa Romeo Carabo, qui pose de nouvelles bases en termes de design, et en fait c'est une voiture qui va vraiment être iconoclaste à sa sortie. Le design du concept car conçu pour Alfa Romeo préfigure finalement en fait le wedge design, et c'est un terme que je vais beaucoup employer tout au long de la vidéo parce que ça fait vraiment partie des pépites de Gandini. Alors le wedge design, qu'est-ce que c'est? C'est un design que je peux résumer rapidement et plutôt simplement. C'est ce qu'on appelle le design en coin. Ouais, on va aller super vite. En fait, c'est le design que vous allez retrouver sur la plupart des voitures qui vont marquer les années 70 et 80. Il y a énormément de voitures qui vont opter pour ce style de design. Et Gandini est l'un des designers qui va préfigurer véritablement ce type de profil automobile. Alors l'Alfa Romeo Carabo est aussi marquante pour son époque, puisque outre son design en coin, on note aussi les portières à ouverture en élytre. En fait, la voiture a tellement d'artifices révolutionnaires et ultra modernes pour l'époque que la voiture rentre dans l'histoire du design automobile. Pour finir un peu sur le wedge design, juste pour vous donner des exemples, il va aussi servir à la Lancia Stratos Zero, le concept car qui va initier la Stratos de série et surtout de compétition, la BMW M1, la supercar de BMW, et pendant très longtemps, on va retrouver ce design sur la Lotus Esprit. Bon, forcément, grand passionné de la marque Lancia, je ne pouvais évidemment pas passer à côté de 2 véhicules signés par il maestro Gandini. Vous l'aurez deviné, je viens de le vendre, vraiment, je sais faire aucun spoiler dans cette vidéo, c'est impressionnant. Je vais parler de la Stratos et surtout de la Stratos Zero. En fait, la Stratos Zero, elle va marquer en termes de design par la véritable rupture esthétique que propose ce concept car de Burton par rapport au reste de la gamme Lancia, qui avait lieu dans les années 70. Parce qu'on parle vraiment d'une gamme qui joue un peu sur des codes bourgeois. On n'est pas encore sur cette période très sportive de la marque, très carrée. On est vraiment encore sur une période où la marque sort les chromes, la fameuse calandre du Cavasso qui est tellement mythique. On retrouve vraiment un design à l'élégance, même à la plus grande simplicité, à la pureté de ligne. Et on se retrouve avec la Stratos Zero qui vient péter tout ce carcan. Avec quand même son pare-brise qui sert de portière pour pouvoir monter à bord de la voiture et se retrouver dans l'habitacle. Vraiment, la voiture, en fait, on n'est pas du tout sur un rapport homme-machine dans le sens c'est l'homme qui l'emporte sur la fonction, où la voiture va s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à la voiture pour voyager avec elle finalement. D'ailleurs, pour finir, au niveau de la Stratos Zero, il y a une chose à savoir là-dessus aussi. Pour ceux qui ont mon âge et qui s'en rappellent pas forcément, ou les plus jeunes, ou voilà, je ne veux pas vous traiter de vieux, hein, mais la Stratos Zero, c'est une voiture qui a tellement marqué à son apparition qu'en 1988, je vais vous rappeler les souvenirs, la voiture va finir dans Moonwalker, le film de Michael Jackson. On voit la voiture apparaître. Michael, à l'époque, avait adoré le concept car et il voulait absolument une voiture qui sorte du commun des mortels. Et il va, alors pour la petite histoire, casser les pieds à Burton et à Lancia pour pouvoir récupérer le concept car, pour pouvoir la mettre dans le film. Alors Lancia au début va refuser, Burton aussi, mais ils vont s'y reprendre en se disant que c'est quand même le roi de la pop, mais ils vont finalement accepter de lui prêter la voiture. Alors la seconde version de la Stratos, c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle qui est la reine des rallyes, la voiture qui va éclater toute la concurrence à sa sortie. Et ben c'est une voiture qui a été pensée uniquement pour la compétition. Lancia à l'époque n'avait aucun but de la sortir en version civile. Bon, il le faudra pour des raisons d'homologation pour le rallye, mais la voiture est totalement pensée pour faire du rallye. On note évidemment le vitrage avant qui encercle toute la voiture, la forme de la voiture, tout est profilé. Gandini conserve quand même un peu un design en coin, mais imagine
au maximum la voiture comme un véhicule de compétition qui ne foutra jamais les pneus sur le parking de Carrefour. D'ailleurs, pour finir, la Stratos, c'est devenu une voiture tellement mythique que aujourd'hui Lancia, qui est en train de faire son comeback, réutilise certains éléments du design du coupé sportif sur la nouvelle Lancia Y. Bon, allez, je vais rester un peu avec les italiennes parce que là, on parle que de supercars depuis le début, mais Gandini ne s'est pas arrêté là. Il a également fait une voiture que beaucoup ignorent certainement l'existence ou vous vous en rappelez pas. Je parle évidemment de l'Innocenti Mini. Innocenti produit sous licence la Mini, mais avec l'arrivée de l'Auto Bianchi A112 et de la Fiat 127, le constructeur craint le pire. Le petit constructeur, puisqu'il n'est pas à la taille d'Alfa Romeo, Fiat ou encore de Lancia, contacte Burton pour remettre au goût du jour la petite anglaise. Il en ressort une voiture atypique dans le plus grand raffinement italien. Alors, autant vous dire tout de suite, c'est un échec. La voiture est trop particulière malgré tout, même si elle a eu des versions carrément incroyables en termes de sportivité. Mais c'est une voiture aujourd'hui qui s'est écoulée qu'à 350 000 exemplaires. Alors, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais c'est une voiture qui va être produite plus de 20 ans. Et j'ai envie de vous parler aussi d'un concept car complètement oublié, qui est purement italien. Ouais, je vais vraiment parler les voitures italiennes. C'est l'Auto Bianchi Runabout. C'est un concept car aussi un peu dans l'esprit de la Stratos et qui est finalement un élément clé dans le design automobile italien du début des années 80. Le concept car de Gandini prend la base de la récente Auto Bianchi A112 avec une configuration à moteur central avec une boîte dite noble qui est reprise de la Lamborghini Miura. Il y a pire comme référence. Le concept reprend aussi à son compte le wedge design. En termes de design, elle reprend des codes spectaculaires des concept cars italiens de l'époque, c'est-à-dire qu'on retrouve des petits pare-brises de type déflecteur, du saut de vent et une conception plutôt inspiré du nautisme. Effectivement, notre homme cherche ses influences un peu partout. Le concept car d'Auto Bianchi ne va jamais devenir une réalité commerciale, enfin un véhicule de série, mais par contre, il va servir d'inspiration pour la Lancia Stratos de compétition, mais aussi pour la Fiat X1/9. Mais alors, aussi petite chose particulière en termes de design, le concept car va aussi servir d'inspiration pour l'Auto Bianchi Lancia Y10. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, parce que maintenant on va se taper une bonne tranche de rire, puisqu'on va parler certainement d'une de ses créations les plus atypiques, une voiture qui a fait rire la France entière, qui fait d'ailleurs encore rire la France entière. Je pense que vous avez deviné, hein, là j'arrive à peu près à vendre mon truc, je pense que ça va, là je deviens un peu commercial. Je parle évidemment de la Citroën BX. Cet homme s'appelle Marcello Gandini. Il a dessiné la Lamborghini Countach. D'après vous, quelle est sa voiture personnelle? Bien sûr, une voiture qu'il a dessinée lui-même, une Citroën BX 16 soupapes. Une Citroën BX 16 soupapes, 160 chevaux, que M. Gandini écouterait pendant des heures. Mais aujourd'hui, Marcello n'a pas besoin de toute cette cavalerie. Il se rend à son bureau. Et du moment que c'est en BX, Citroën BX, la route maîtrisée. Alors c'est là qu'on voit un peu les limites du design de Gandini. Alors oui, je vais peut-être un peu casser la BX, mais finalement, je vais rejoindre certaines personnes quand je vois un peu sur les forums ou même les discussions pendant les événements automobiles. La BX, c'est une voiture qui demande un certain temps d'adaptation. Alors, le souci avec la BX, c'est une voiture mécaniquement et techniquement hyper moderne à sa sortie. C'est une voiture où PSA a vraiment mis les moyens de ses ambitions dans ce véhicule, et finalement c'est là que Gandini, lui, il paye un peu une certaine manque de... Bon, il n'était pas créatif quoi pour le coup. Alors déjà, la BX, c'est un concept car qui a été recyclé, puisque je vous rappelle que les bases de la BX, c'est la Volvo Tundra, parce que Volvo finalement va refuser la voiture, et c'est donc Citroën qui récupère le projet pour en faire sa berline. Alors à sa sortie, la BX, bien que ce que je vous disais mécaniquement moderne, le style de la voiture est un peu vieillot. C'est une voiture qui va pas s'empêcher de se vendre, hein, parce que la BX finalement est un banger pour Citroën, ça va même le sauver, mais il va finalement faire de la marque un peu la marque des vieux. Pas mal, non? C'est français.
La BX, en fait, elle est ringarde dès sa sortie, et ce qui va malheureusement ne pas lui servir au fil du temps, puisque pendant des années, tout le monde s'est moqué de cette pauvre berline, qui finalement s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est quand même, somme toute, un très beau succès pour une voiture qui est aujourd'hui la risée de la collection. Mais, alors, c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, la BX, elle est en train de gagner un regain d'intérêt phénoménal. Finalement, on est en train de laisser sa chance à la BX, en se rendant compte que c'est le meilleur du savoir-faire de Citroën et de PSA, mais avec une ligne pas forcément très sexy. Alors je vais passer brièvement sur la Super 5, qui est une évolution de la Renault 5. Alors bon, c'est pas non plus la plus jolie des citadines, hein. Finalement la 205 va lui mettre une petite pâtée, même si elle se vendra bien. Mais bon, la Super 5, elle est un peu dans le même registre que la BX, c'est réussi, mais c'est pas non plus fou en même temps. Mais je vais vous parler de deux choses. L'une, c'est que depuis le début, je vous parle énormément de voitures italiennes et un peu de françaises, mais il faut aussi savoir que Gandini va signer 2 véhicules, enfin pour le coup même 3 véhicules qui seront les uniques œuvres du designer italien chez ses constructeurs. Je parle évidemment de la BMW série 5 E12 qui date de 1972, ouais, tout est en 12, et évidemment des 2 Ferrari 308. Alors, Ferrari, c'est un peu un cas à part, puisqu'il ne travaille toujours qu'avec Pininfarina. C'est inscrit dans le marbre, c'est comme ça. Il n'y a que Pininfarina pour signer les Ferrari. Et pourtant, le constructeur italien va faire 2 infidélités à Pininfarina en ayant 2 véhicules signés Bertone et donc Gandini. La première, c'est la Ferrari 308 Rainbow, un concept car qui finalement va être, pour la petite histoire, recyclé par Gandini pour Renault et le projet de la R9. Donc c'est vous dire à quel point on est sur du recyclage. Et surtout, il va donner naissance à une des Ferrari les moins connues finalement, la Ferrari 308 GT4. Alors c'est pas une voiture hyper marquante dans l'histoire de Ferrari, mais c'est la seule qui est signée de Bertone. D'ailleurs, on notera qu'avec la Ferrari 308 GT4, finalement, le wedge design est encore appliqué par le maître italien. On retrouve ce design très carré de la voiture, très plat, il fait un peu penser à la Stratos. Il a différentes influences dans son design, et c'est là qu'on se rend compte que finalement Gandini, comme beaucoup d'autres designers, recyclent à mort leur design. Alors on arrive un peu déjà à la fin de cette vidéo, donc si vous n'avez pas quitté, je vais vous parler d'une véritable rareté qu'a signé Gandini, puisqu'il n'en existe que 8 exemplaires, et qu'elle date de la fin des années 80. Alors c'est une voiture qui est un peu particulière en termes de design, parce que c'est une voiture recyclage. Ouais, on va vraiment parler d'écologie. C'est une voiture qui finalement, quand on la met à côté de ses sœurs, qu'a dessiné Gandini, eh bien il y a un design très proche. On sent qu'il est en fin de carrière et que le bonhomme, il applique un peu ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le wedge design, et finalement pas tant de courbes que ça. Alors on arrive dans la période aussi de biodesign, et pourtant le bonhomme continue sur ce design en coin. Eh bien la voiture que je vais vous parler, c'est la Cizeta Moroder V16T. Alors c'est une supercar, on va aller plutôt vite dessus parce que bon, elle a pas énormément d'intérêt, puisque je vous ai dit, il n'y a que 8 exemplaires, mais surtout c'est une GT américaine. C'est une voiture qui a été produite entre 1988 et 1993, qui ne va pas trouver son public malgré l'œuvre de Gandini. Sous le capot, la supercar californienne, elle embarque, comme son nom l'indique, un moteur V16 d'une puissance de 6 litres pour 540 chevaux. Bon, c'est ce que je vous disais avec la Cizeta, hein, le Marcel, ça va aller plus vite, eh ben il est quand même plus proche des cocktails d'une croisière sur le bord de la Méditerranée que de la planche de dessin. Et c'est là que je vais faire le rapport avec la Cizeta, c'est qu'au même moment, Gandini signe le design de la Bugatti EB110. Alors je vous mets une photo parce que regardez aussi, outre la Cizeta, outre la Bugatti, le design de la Diablo s'apparente aussi beaucoup à la même chose que les 2 précédentes voitures. En fait finalement on se rend compte que Gandini, il recycle. Alors pour terminer cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté du coup de gueule du maestro qui nous a donc quitté le 13 mars dernier. C'est évidemment le fait qu'il va littéralement démonter Lamborghini en 2022, puisque je vous rappelle qu'à l'occasion des 50 ans de la Countach, eh bien Lamborghini va faire une voiture en édition limitée qui rend hommage à cette voiture. Et Gandini, il va râler après la voiture en disant simplement que c'était vraiment pas l'idée du siècle
siècle pour rester poli. Voilà pour cette liste non exhaustive, un peu de tout ce qu'a signé Marcello Gandini. Et on voit qu'il a fait énormément de voitures italiennes, quelques voitures françaises et allemandes. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, hein. Il a fait plein d'autres choses, le bonhomme. Alors sachez aussi, pour le petit côté fun fact, Marcello ne s'est pas arrêté qu'à des supercars et à quelques berlines en termes de design extérieur. Il va aussi signer des intérieurs automobiles. Alors, c'est surtout des intérieurs qu'il va signer chez Renault, puisque finalement, il va dessiner la planche de bord de la Renault R9, mais aussi de la R25. Voilà, moi je vous laisse me dire en commentaire quelle voiture de Gandini, dans ma liste ou d'autres véhicules que j'ai pas cités, vous a le plus marqué. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que le contenu vous a plu. Et je tiens aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait super plaisir. J'espère qu'on continue sur des good vibes, que ça vous plaît, que le contenu vous intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!